Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc ce soir est la 20e édition du Salon d'Anaïs et nous avons le grand plaisir d'accueillir Macha Merrill. Macha, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors votre itinéraire exceptionnel est digne d'un roman russe. Tout le monde vous connaît, mais je pense que c'est bien de le retracer. Et vous le racontez merveilleusement bien dans Biographie d'un sexe ordinaire, publiée en 2003. Donc vous êtes née princesse Marie Magdalena Vladimirovna. C'est très difficile. C'est très difficile à dire. Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina. Voilà. À Rabat, au Maroc, d'une mère issue de la noblesse ukrainienne. Non. Russe. Russe. Ah, j'ai cru qu'elle était ukrainienne. D'accord. Parce que j'étais étonnée qu'une ukrainienne. Voilà. Non, tout le monde confond parce que il faut que je vous dise, les grandes familles russes avaient des propriétés en Ukraine, qui étaient les terres les plus fertiles, le Tchernosium, et mes parents avaient 300 000 hectares. C'est-à-dire qu'il fallait 3 jours à cheval pour les traverser. Et c'est pour ça que j'étais un peu étonnée qu'une Ukrainienne se marie avec un... Parce que, bon voilà, enfin on ne va pas revenir sur l'histoire, mais c'est vrai que c'est pour ça que j'étais un peu... Voilà. La terre était en Ukraine, voilà. Vous savez, l'Ukraine, on en parlera peut-être, c'est très ambigu la situation, parce que l'Ukraine c'est le berceau de la Russie. Le premier tsar, qui est mon ancêtre, il s'appelait Krasny Vladimir, ça veut dire Vladimir le Rouge, il ne devait pas être tendre. Et il a donc fondé la Russie, c'était des princes suédois qui sont descendus la Volga avec leurs bateaux, ils étaient très très en avance sur le reste des populations qui occupaient cette grande plaine qui est l'Ukraine. Ils ont, si on peut dire, domestiqué ces peuplades qui étaient païens et nomades, et ils ont créé la Russie. Et le berceau de la Russie, c'est Kiev. Alors il y a une situation là qui est extraordinairement compliquée, que peu de gens comprennent en France. Dieu sait que je n'ai pas une sympathie débordante pour Poutine, mais là, franchement... on lui fait des procès qui ne sont pas tout à fait justifiés. Donc de votre maman, dont vous faites un très joli portrait dans Biographie d'un sexe ordinaire, et d'un père prince, Vladimir Gagarine, exilés tous les deux donc après la Révolution de 17. Vous avez grandi à Rabat jusqu'à l'âge de 5 ans, puis votre famille s'est installée sur la Côte d'Azur. Les grandes familles russes avaient des maisons de vacances un peu partout en Europe. En général, dans des stations thermales. Alors, c'était Baden-Baden, la Bourboule, Capri. Et mes parents avaient un petit mât près d'Antibes. Et quand, après la Révolution, mon père s'est enfui, alors c'est très romanesque, parce qu'il était sur le dernier cuirassé qui a quitté Odessa et qui a rejoint la marine française. Les Français étaient alliés à l'Empire. Et il est arrivé dans la rade de Toulon. Ils sont tous descendus, les marins, les officiers, tout le monde, et personne n'est remonté. Et le bateau est resté pendant des années à rouiller dans la rade de Toulon, car tous ces Russes, qui étaient évidemment des Russes blancs, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils devaient rejoindre l'armée Wrangel et aller lutter contre des Russes. Et ils ne le souhaitaient pas, donc ils sont restés en France. En la vérité, tout le monde sentait que c'était cuit et qu'il valait mieux rester en France. Et donc mon père avait pu récupérer cette petite propriété. Donc ces familles très nombreuses allaient en roulement, chacun à son tour, dans ces maisons de vacances. Et ce petit mât qui avait 3 hectares a sauvé la vie de mon père et de ma famille, parce qu'ils ont vite arraché les pommiers du Japon et ils ont planté des aubergines et des courgettes et des œillets. C'était une zone horticole. Et il a donc planté des œillets. Ils ont tiré le diable par la queue pendant très longtemps. D'ailleurs, cette petite propriété servait aussi à nourrir une grande partie de l'immigration, car vous savez que toute cette côte d'Azur et beaucoup de ces lieux ont été vraiment créés par les Russes et les Anglais. Les premiers touristes qui fréquentaient la côte d'Azur, c'était des Russes, qui se baignaient parce qu'ils avaient des traditions de salutisme. Vous savez, Isadora Duncan, etc., tout ça, c'était très fréquenté. Les Russes se baignaient à poil dans les eaux glacées. Et donc, ils étaient les premiers à fréquenter les plages de la côte d'Azur. Les Français habitaient dans l'arrière-pays et ne descendaient pas à la mer. Donc ça, c'est le début du siècle dernier. Et donc, il y avait une réelle petite communauté, même assez importante. Et il y avait une église, il y a l'église de Nice, qui a été d'ailleurs construite du temps d'Alexandre Ier. Et mes parents se sont mariés à l'église orthodoxe de Nice.
Mais tout ça, quand même, ils ont vendu les derniers bijoux qu'ils arrivaient à sauver. Ma mère était partie, elle, d'une façon beaucoup plus dramatique, en cousant les bijoux dans sa jupe. Elle est partie par la Bessarabie, donc par la Roumanie. Et elle a été la seule de la famille. Ses sœurs et ses parents ont voulu rester dans cette maison qui était une autre propriété en Bessarabie. Et puis quand Staline a annexé la Bessarabie, ils ont été déportés en Sibérie, c'est-à-dire c'était des déplacements de population. Finalement, quand même, elles sont restées beaucoup d'années là-bas en Sibérie. Ma mère n'a plus eu de nouvelles du tout pendant très longtemps. Il fallait absolument vivre. Mes parents avaient eu 2 enfants. Mon père avait eu un garçon d'un mariage précédent. Il était veuf. Et il avait appelé sa petite cousine, qui était ma mère, pour venir garder ce petit garçon. Voilà. Et finalement, ils sont tombés follement amoureux. Elle était amoureuse de lui depuis l'enfance. Il venait la visiter en costume de la marine impériale, blanc, avec je ne vous assure pas qu'il y avait de quoi tomber comme une mouche. Et donc, elle était amoureuse de lui depuis l'enfance. Ils se sont retrouvés. Et un jour, il y a eu un appel d'offres au Maroc pour... mon père était pomologue, c'est la science des arbres fruitiers. Les propriétés en Russie, ils étaient pépiniéristes, ils avaient des arbres fruitiers très célèbres qui portent toujours le nom encore maintenant. Et quand il avait donc demandé un exéquatur de ses diplômes, et il n'y avait que la France qui accordait ça, ni l'Angleterre, parce que ce qui est très drôle, c'est que quand ils se sont mariés, ils ont réfléchi où vivre. Et ils ont demandé des papiers dans 3 pays différents, en Allemagne, en Angleterre et en France. Ils avaient une préférence, une nette préférence pour la France. Ils étaient vraiment francophiles, francophones, mais quand même, pour d'autres raisons. Maman avait fait ses études en Allemagne, mon père aussi. Ils étaient germanophones également. Et les premiers papiers qui sont arrivés, c'était les papiers français. Donc, je pense qu'il y avait chez eux une extrême reconnaissance à la France de leur avoir donné cette possibilité. Et surtout, cette exéquature des diplômes de mon père a fait qu'il a pu s'inscrire dans cet appel d'offres, un très grand job au Maroc, à Rabat. Il a dirigé un jardin d'essai où c'est là qu'il faisait des greffes d'agrumes. Et je pense qu'ils ont vécu les plus belles années de leur vie au Maroc parce que c'était un peu comme l'Ukraine, des grands espaces. Et mon père disait que les Marocains lui rappelaient beaucoup les Ukrainiens, sauf qu'ils étaient plus civilisés. Je vous invite à raconter cette histoire, finalement, Macha, parce que ça, vous le racontez très peu. Vous ne l'avez pas raconté dans Biographie d'un sexe ordinaire. Non, parce que ma mère l'a raconté. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre votre maman a écrit. Qui s'appelle Blond et délégué d'Ukraine. C'est pour ça que les gens confondent un peu, pensent qu'elle est ukrainienne, mais parce qu'elle parle de l'Ukraine où étaient les propriétés de famille. Voilà. Donc après, votre famille est frappée d'un malheur, la mort de votre grand frère en 1942. Votre père, 5 ans plus tard, meurt du typhus. Non, tout de suite après. Tout de suite après. Alors, je suis désolée, mais j'ai oublié de vous préciser. Alors, il aurait fallu que je vous raconte de façon intime avant. Donc, mon demi-frère, qui était un garçon qui grandissait beaucoup. Mon père mesurait 1,97 m et mon frère 2,5 m. Et quand, au moment de l'adolescence, il grandissait tellement qu'il était très mauvais à l'école, mon père était désespéré. Moi, j'étais à peine née. Parce que, alors, pour vous dire, dans ces années de bonheur au Maroc, ma mère, qui donc pouvait mener une vie quand même confortable avec une Fatma qui nous s'occupait de la maison, a décidé de faire un petit garçon. Et donc, 10 ans après mes 2 sœurs, ils ont mis au monde le petit garçon que je suis. Et quand ce demi-frère donc grandissait et n'arrivait pas à trouver son chemin, mon père l'a inscrit dans une école militaire à Tombouctou. Et c'est drôle parce que quand j'ai vu toutes les images récentes de Tombouctou et quand Hollande est allé au Mali, ça m'a émue parce que j'avais vu beaucoup de photos de tout ça. Et mon frère, ça l'a sauvé parce qu'il a vraiment trouvé sa place dans l'armée. Et puis un jour, c'était pendant la guerre, de Lattre de Tassigny est venu rendre visite à ces jeunes spahis, c'était des spahis. Il avait 18, 19 ans. Et c'était très
peu de temps avant l'armistice. Je pense que tous les grands généraux savaient que l'armistice allait être signé, et il les a exhortés à aller au front. Et je pense que tous ces jeunes soldats qui sortaient de cette école militaire à Tombouctou étaient très enthousiasmés à l'idée d'aller combattre. Ils sont allés en Allemagne, sur un pont miné dont tout le monde savait qu'il était miné, ils sont tous morts. Donc moi j'ai une petite dent contre nos chers gouvernants militaires. Et donc mon père a eu un tel chagrin. Il a vécu quelque chose de très difficile parce que je pense qu'il m'adorait. Et en même temps, il avait ce chagrin. Il a voulu prendre le premier bateau pour aller chercher le corps de mon frère en Allemagne et le faire enterrer ici, au cimetière orthodoxe de Sainte-Geneviève-des-Bois, que je vous recommande, si vous ne le connaissez pas, allez visiter ça, parce que c'est vraiment un vrai musée. Il y a justement tous les Cosaques, il y a aussi beaucoup d'intellectuels, il y a Ivan Bounin, il y a Nureyev, il y a Tarkovsky, il y a vraiment beaucoup, et puis toute l'aristocratie, tous ceux qui vivaient en France. Vraiment, c'est un petit musée que d'ailleurs les Russes d'aujourd'hui visitent, et ils photographient les tombes parce qu'ils n'avaient plus les modèles de tombes, alors ils les prennent à Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc pour vous finir cette histoire, mon père a voulu partir aussitôt. Il a attrapé le typhus sur le bateau et il est mort 3 mois après, ce qui fait que ma mère a perdu dans l'espace de 6 mois les 2 hommes de la famille. Et là, votre mère décide de s'installer à Paris. Alors là, coup incroyable de panache que seule une femme russe peut avoir. Oui, femme de caractère. Elle est Paris avec vos 2 grandes sœurs. Voilà. Donc alors on continue l'histoire. Votre baccalauréat en poche, vous commencez des études de lettres, que vous interrompez très vite quand même, pour embrasser une carrière d'actrice. Donc vous vous inscrivez au cours de théâtre de Charles Dulin. Qui est le cours du TNP. Du TNP, voilà, tout à fait. Oui. Votre jeunesse n'est pas facile, vous raclez les fonds de tiroir, mais elle est heureuse, enjouée et tumultueuse. Je l'ai vu ainsi. En 1959, vous tournez votre premier film, Le Signe du Lion, d'Éric Rohmer, puis La Main chaude, de Gérard Houry. Vous faites un détour, c'est intéressant, par l'acteur studio de 60 à 62, et vous jouez avec Dean Martin, mais les sirènes de Hollywood et les États-Unis, finalement, n'arrivent pas à vous retenir. Ça, c'est pas ça, c'est qu'il y avait la nouvelle vague voilà, c'est ce que j'en viens à la nouvelle vague. Alors, Macha, je ne me trompe pas, vous repartez pour la France. Alors là, je ne me trompe pas non plus. Avant la nouvelle vague, vous vous mariez avec le réalisateur italien. On est d'accord Pendant. Et pendant, voilà. Et producteur italien Gian Vittorio Baldi, dont vous avez adopté le fils, Gian Guido, avec lequel d'ailleurs vous allez animer, je crois, prochainement une émission culinaire, voilà, une émission de cuisine. Donc, effectivement, après il y a des allées et venues avec la France. Vous avez un divorce assez difficile. Donc, effectivement, vous tournez Une femme mariée avec Jean-Luc Godard, que j'ai pas réussi à retrouver. Ça, je suis un petit peu déçue. J'aurais beaucoup aimé vous voir. C'est un chef-d'œuvre, vraiment, c'est un des grands Godard. Voilà. Alors, j'ai calculé, entre télévision et cinéma, votre filmographie est longue. 37 films, 32 télévisions, 100. Plus... j'ai compté. Vous avez vu sur mon site, mais j'ai pas tout mis. Mais il y en a plus. Alors, vous avez tourné avec les plus grands, Houry, Vadim, Piala, Lelouch, Blier. Le théâtre a toujours été très présent aussi dans votre vie, avec 10 pièces, dont la dernière de Didier Van Covelart, que nous avons reçue ici dans ce salon en octobre, et que j'ai vu d'ailleurs, Rapport intime. Vous êtes depuis 3 décennies sociétaire des grosses têtes, où j'ose le dire, on vous surnomme, et pour cause, la reine des nouilles, puisque vous êtes une dingue de gastronomie, on va dire. Donc des nominations au César, au Molière, le prix Rému en 2007 pour la pièce L'art d'être constant, des décorations honorifiques, des engagements politiques et bien sûr des livres. 17 ouvrages, reprenez-moi si je me trompe, avec des livres de cuisine, des livres autobiographiques, des romans, un superbe livre sur Colette. Vous avez une écriture fluide, belle, agréable à lire. Alors, je dois dire que j'ai tour à tour été émue, épatée, désarçonnée. Vous êtes comme les poupées russes que l'on découvre à l'infini. La prochaine est toujours la plus belle. Vous êtes l'amoureuse, éternelle, une rebelle aussi, féministe, dès vos plus jeunes années. Vous aimez par-dessus tout l'amour, la liberté, la vie. Et si je devais donner un conseil aux jeunes gens qui sont assis au fond de la salle, eh bien, je leur dirais, lisez Macha, et vous trouverez dans ces textes non pas des recettes, aussi des recettes, mais les mots qui vous feront avancer, malgré les embûches, vers un destin choisi, envers et contre tout et tous, qui vous caractérise. Voilà. Merci.
J'aimerais bien rencontrer la personne que vous avez décrite là. C'est fou. Alors, ce soir, nous vous recevons pour votre dernière publication, donc chez Flammarion, L'amour dans tous ses états, qui est une magnifique mosaïque avec 33 nouvelles sur toutes les formes d'amour, ou presque toutes les formes d'amour. Je trouve que c'est une idée formidable, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, personne n'y avait pensé. Alors moi, ma première question, parce que c'est vrai qu'effectivement, donc, on peut le voir ici, donc 2 cartes, un valet de cœur, une dame de cœur et un valet de cœur, donc un jeu de cartes. Donc ma première question, c'est pour vous, l'amour n'est-il que le fruit du hasard? Ah, alors, on attaque sec, hein? Oui, j'attaque sec. Bon, alors d'abord, que j'explique un tout petit peu la genèse de ce livre. C'est-à-dire que quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, il y a une chose qui a changé quand même dans la vie des gens depuis... Moi, je considère que 68 a été une très grande date, même si certains contestent encore vraiment sa vraie portée. Je pense que la grande date de 68, c'est l'avènement des femmes. C'est une révolution féminine, 68. C'est-à-dire que comme c'était tout de suite après l'arrivée de la pilule, et d'ailleurs ce film magnifique que j'ai fait de Godard qui s'appelle Une femme mariée, c'était l'histoire d'une jeune femme qui avait un mari et un amant qui faisait exactement les mêmes choses avec les deux. Et un jour, elle est enceinte, elle va voir le gynécologue et elle lui dit qui est le père. Et à l'époque, il n'y avait pas l'ADN, il n'y avait pas tout ça. Et je pense que ça a été un changement profond de la société, c'est-à-dire que des nouvelles libertés ont apparu et de nouvelles façons de vivre ont apparu. Et aussi une espèce de transparence, c'est-à-dire que toutes les façons d'aimer et d'exprimer ce que nous avons en nous de plus archaïque, de plus étrange, ont été progressivement autorisées. Alors, je m'explique. Ce qui est formidable dans l'amour, et je vois que les philosophes, nos philosophes qui, hélas, ont des voix un peu faibles, mais enfin qui existent, que ce soit Alain Badiou, que ce soit Comte Sponville, que ce soit Luc Ferry, ils s'accordent tous à dire que la seule valeur qui nous reste, c'est l'amour. La raison, je pense que nos philosophes du siècle des Lumières doivent se retourner dans leur tombe. Et je pense que donc la politique est un peu décevante. En revanche, l'amour a pris du galon, parce que c'est un espace de liberté et c'est l'endroit où nous allons chercher les choses que nous ne savons pas de nous-mêmes. Et dans la rencontre avec l'autre, c'est ça qu'on attend. C'est un miroir, c'est que l'autre va vous dire des choses que vous n'imaginez pas sur vous. Alors on les accepte, on ne les accepte pas. Quand on est très amoureux, on les accepte. Et puis à un moment donné, on ne les accepte plus. Enfin bon, tout ça, c'était tous les moments différents des histoires d'amour. Mais ça, c'est éternel. C'est-à-dire que c'est une chose qui n'a pas pris une ride, si je peux dire, depuis l'Antiquité, depuis le début de la civilisation, c'est-à-dire en gros depuis l'écriture. Bon. Alors, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, je voudrais raconter quelque chose sur le monde d'aujourd'hui et brosser un certain nombre de portraits. D'ailleurs, quelqu'un de très aimable m'a comparé à Saint-Simon. Je trouve effectivement que j'ai voulu regarder mes contemporains, et depuis des années, je prends des notes, non seulement sur les choses que je vis moi-même, mais aussi sur ce que d'autres vivent et ce qu'on me raconte. Et vous savez, comme Colette disait, surtout ne me racontez pas vos histoires d'amour, elles finiront dans mes livres. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé, parce que j'ai mis plein de gens que je connais, et ceux qui savent peuvent parfaitement les reconnaître. Et je me suis inspirée d'une chose que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu une série de télévision remarquable de Kieślowski qui s'appelait Le Décalogue. Vous avez vu ça? C'était les 10 commandements. Il avait eu l'idée de faire pour la télévision une série de films qui chacun racontait une histoire qui illustrait un des commandements. Et je me suis dit, je faisais la même chose avec toutes les formes d'amour qui existent. Alors j'ai commencé à noter les formes d'amour, l'amour vache, l'amour tendre, l'amour filial, l'amour interdit, l'inceste, toutes les formes d'expression, les pulsions d'amour qui existent. Et il y en avait une tapée. Alors je me suis dit, mais c'est formidable. Je suis allée voir mon éditeur, qui très aimablement a consenti à me signer un contrat alors qu'il n'y avait pas une ligne écrite.
mais je trouvais que l'idée était fructueuse. Et effectivement, ça a été une surprise très agréable. C'est que ça m'a permis à la fois de dire des choses sur l'état de notre société et de nos contemporains, mais aussi pour moi de faire un exercice d'écriture. Parce que j'en ai un peu marre qu'on dise que je suis une actrice qui écrit. Je suis actrice, c'est vrai, mais je pense que c'est un peu la même chose. Je m'exprime autant en écrivant qu'en jouant. Et je voulais vraiment, une fois pour toutes, tordre le cou à cette chose. C'était l'occasion, justement, sous ces formes de récits courts, de choisir des formes différentes. Donc il y a Alors on peut peut-être des dialogues, il y a des choses à la première personne, il y a des histoires narratives, il y a une poésie, il y a une chanson. Il y a des tweets même, il y a même des dialogues. Et ça m'a permis de réfléchir à chaque histoire et de trouver la forme idéale pour l'écrire. Et je crois vraiment que j'ai bien réussi. Vous avez parfaitement réussi. Voilà. Alors justement, et la première. Alors, on sait quand on fait un bon livre ou pas un bon livre. Hein. Non, mais c'est vrai. Et celui-là, je vous assure, il est bien. Alors la cuisine est une de vos grandes passions, c'est ce qu'on disait, mais c'est aussi cultiver, cuisiner et manger, 3 verbes que vous conjuguez avec maestria. Est-ce ce goût immodéré pour la gastronomie qui vous a fait inventer, ou je pense que vous l'avez vécu, cette histoire d'une rencontre platonique, ça c'est formidable, où la sensualité s'exprime à travers la dégustation de mets raffinés. Et je vous assure qu'en lisant cette nouvelle, j'ai eu l'impression de manger ce que vous mangiez, ça m'a donné envie. Alors c'est la première et je l'ai mise en tête. Pourquoi l'avez-vous mise au début? Parce que je pense que c'est la plus littéraire de toutes, et surtout, alors c'est une histoire vraie qui m'est arrivée. J'étais jeune écrivain, enfin j'avais commencé à écrire, et je vais vous dire de qui il s'agit parce que peut-être que certains d'entre vous le connaissent ou s'en souviennent. Je voulais me faire pistonner auprès d'une grande maison d'édition par Kléber Hédens. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Kléber Hédens, qui a été un très grand critique, qui était un homme magnifique, très cultivé, très fin, très gastronome. Alors, il me donne rendez-vous dans un restaurant 3 étoiles. Oh, je me dis, chic, ça c'est dans la poche, alors ça veut dire qu'il me considère. Et pendant tout le déjeuner, nous n'avons pas parlé une seconde, ni de mon livre, ni de littérature, mais rien, mais que de cuisine et de trucs. Alors c'était la première fois, puis la deuxième fois, il m'a réinvité encore dans un autre très bon restaurant, puis toujours. Et c'était très intéressant, c'était passionnant ce qu'il me racontait, parce que les grands gastronomes, quand ils vous parlent de cuisine, ils parlent aussi d'histoire, ils parlent de géographie, ils parlent de poésie. C'est vraiment très... Alors je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et finalement, j'ai compris, parce que moi-même, ça m'a commencé à me passionner, que cet homme qui avait 40 ans de plus que moi, qui était marié, très bien marié, et qui... C'était pas un salopard qui voulait essayer de séduire une jeune fille parce qu'il avait du pouvoir sur moi. Il voulait créer quelque chose entre nous, échanger quelque chose. Et en fait, nous avons vécu une histoire d'amour à travers la cuisine et la gastronomie. Et il avait compris, parce qu'il n'a pas choisi n'importe comment, que j'étais, parce que nous nous étions fréquentés un peu, je l'avais connu avec un vieil ami qui s'appelle Pierre de Ségur, qui est aussi un grand gastronome, et nous étions tous les 3 guides anonymes du guide Michelin. Donc moi j'avais 20 ans, hein, et j'étais la Libye, on m'emmenait. Et vous savez que ces guides anonymes, il faut aller 3 fois dans l'année dans le même restaurant. La première fois, on mange ce que le chef veut vous faire manger. La deuxième fois, on mange ce qu'on veut manger. Et la troisième fois, on commande une tasse de bouillon ou un œuf à la coque pour voir le service. Alors évidemment, la troisième fois, ils comprennent qu'on est du guide Michelin. Je crois que ça ne fonctionne plus comme ça maintenant. Il n'y a plus ces experts. Mais bon. Et nous avions partagé plusieurs repas, donc il m'avait repéré. Et il avait vu que j'étais comme ça, douée. Et au fond, cet amour a été une initiation. C'est-à-dire qu'il a fait de moi la gastronome que je suis devenue par la suite. Et il n'est plus de ce monde, et je pense qu'il était déjà décédé quand j'ai commencé à écrire mes livres de cuisine. Mais là où il est, il doit être content et fier de lui. Voilà. Alors Macha, vous êtes issue d'une culture à caractère familial où le mariage est une institution solide. Je pense que les épouses attendent un mari qui offre sécurité et confort. Dans votre livre, vous faites quand même une place importante à des histoires d'amour qui durent. On revient, alors, qui durent dans le temps quand même. Alors je voulais vous demander s'il y avait quand même une part inconsciente de votre héritage slave qui parle malgré vous. Parce qu'après on parlera des histoires où il y a des ruptures, mais il y a quand même souvent des histoires où vraiment sont des êtres un homme et une femme, et qui vivent leur amour très longuement.
Il n'y en a pas tellement. Oh, si, je trouve Il y a quand l'amour même. conjugal, il y a la femme qui découvre qu'elle aime son mari quand il est si. mort. Il y a beaucoup. Moi, je trouve que toutes les histoires finissent alors- bien. Moi, je trouve que ça finit bien. Il n'y a pas beaucoup de ruptures. C'est pas des ruptures. Alors, attendez. Alors, Voilà. Le thème principal Oui. qui m'a animée, c'est que je trouve qu'on parle toujours de l'amour, et surtout les essayistes et les philosophes, c'est toujours le grand amour, n'est-ce pas? L'amour, l'unique, celui qui vous bouleverse, etc. Mais il y a des quantités de formes d'amour. Et heureusement qu'on les vit, parce que sinon, si tout le monde attendait le grand amour, on resterait tous sur le carreau. Parce que, alors, donc je pense que petit à petit, on s'adapte aux rencontres qu'on fait, et bon an, mal an, on y va, et on a raison, parce qu'il faut... Bon. Alors, c'est ça que j'ai voulu saisir, c'est-à-dire toutes ces formes d'amour qui existent, qui sont toutes... Moi, je suis toujours du côté de ceux qui aiment, parce que je pense que l'amour, c'est pas commode. Il y a toujours du risque dedans, il y a toujours une souffrance annoncée, et beaucoup de gens ont peur de l'amour. D'ailleurs, je dis, et je regrette de devoir dire, que je trouve que la France n'est pas le pays d'amour. Parce que les Français ont un sens de la sécurité et de la raison c'est Descartes, vous pouvez toujours vous en prendre au vieux Descartes, c'est que il faut avoir le culot de se lancer et quand la vie vous fait comme ça, d'y aller. Et il y a beaucoup de gens qui n'y vont pas. Et alors, moi j'ai une théorie là-dessus. Ça m'est arrivé à moi. Un type qui m'a dit: je te quitte parce que je t'aime trop. Parce qu'il avait son œuvre à faire, ce con. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a pas réussi. C'est-à-dire que je pense que quand on se refuse à l'amour, quand on se refuse aux occasions qui se présentent, même si elles sont pas commodes, même si elles sont pas légitimes, eh bien, on périclite, on devient sec. Et je pense que c'est la cause presque de tous les racismes, de tous les ostracismes et de toutes les personnes conservatrices qui n'évoluent pas. Ça commence par là. Alors, j'ai voulu traiter toutes ces formes-là, y compris des formes qui sont à la limite de la moralité, à la limite de la légalité, à condition, bien entendu, qu'elles ne soient pas épouvantables et que ça ne se finisse pas en crime. Mais enfin, tout se finit très bien. Je pense que vous savez que dans les procès, l'amour est quand même une circonstance atténuante. On peut, quand on tue quelqu'un, si c'est vraiment par passion, on peut échapper à la perpète. On peut avoir un peu moins. Enfin, justement, il y a une histoire qui est vraiment bien faite, puisque vous intégrez très vite l'amour-passion, voire destructeur, et vous faites rencontrer, enfin, c'est le dialogue entre un sculpteur et son élève, et bien sûr, après, on devine que c'est Rodin et Camille Claudel, qui a très mal fini, mais qui nous a laissé des très belles œuvres. Donc la violence apparaît très vite aussi dans l'amour, quand même, dans certaines de vos histoires. Vous semble-t-elle indissociable de l'amour, la violence? Pas du tout. Pas du tout. J'ai une théorie sur les... Alors là, ce chapitre-là traite de l'amour entre les créateurs. Oui. Je fais un spectacle que je vous recommande, si je le fais dans un coin où vous êtes, parce que là je le fais en tournée un peu en France, qui s'appelle Feu sacré, qui est une conversation entre George Sand et Chopin. Ce sont des textes admirables de George Sand, qui racontent qu'avec beaucoup de franchise, parce que les femmes sont franches, je pense que les femmes sont plus courageuses dans l'amour et sont aussi plus meilleures clientes, elles sont d'ailleurs des meilleures metteurs en scène de l'amour aussi. Mais l'amour entre deux créateurs, c'est un peu spécial, parce qu'il y a toujours l'œuvre en filigrane. Ils ne peuvent vraiment s'aimer que si eux-mêmes sont épanouis dans leur œuvre. Donc ma théorie sur Camille Claudel et Rodin, qui n'est pas partagée par tout le monde, je vous la donne. Je pense que Rodin était un immense sculpteur, mais il était finissant, c'est-à-dire c'était un art classique. Et il était en train d'être dépassé par une nouvelle école qui arrivait, et qui étaient Brancusi et Zadkine et tous ces gens qui arrivaient et bien sûr plus tard, beaucoup plus tard, Picasso, Braque, c'est-à-dire l'abstraction. Et Camille Claudel, qui était très talentueuse, un peu zinzin, il faut dire quand même, elle était pas très... a un jour compris que cette école, qui avait été l'école de Rodin, l'avait déformée et qu'elle ne serait plus jamais ouverte à la nouveauté.
Et quand elle est allée voir, il y a des textes là-dessus, hein, quand elle est allée voir les premières sculptures de Brancusi, ça a été un choc pour elle, parce qu'elle s'est dit, merde, je suis foutue. Et je pense que c'est des choses qui peuvent arriver, ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez un maître, et vous avez fait une école qui vous a modelé d'une façon qui vous interdit d'évoluer et d'accepter la nouveauté. Alors bon, moi je me suis amusée à raconter ça dans leur rapport. On sait qu'ils avaient une sexualité assez débridée et assez violente. Et je pense que la cause c'était ça. Et je pense qu'une des causes de la folie de Camille Claudel, c'est surtout ce désespoir de comprendre que quelque part, elle ne s'exprimerait jamais aussi librement que si elle avait été sans Rodin. Donc il a été son ennemi, en quelque sorte, à un moment donné. Voilà. Page 95, vous écrivez un très beau chapitre et vous faites parler un jeune Africain, et je cite, j'adore cette phrase, « L'amour couvre tout le monde, c'est un bien commun comme un compte en banque, où chacun peut réclamer sa part sans histoire, sans exagération. » Donc ce personnage est vraiment... L'amour est facile. Et puis, en opposition, effectivement, ce personnage dont vous parliez, que vous n'aimez pas, je pense que vous réglez un petit compte, le refus d'amour, cet homme qui refuse l'amour, cette histoire-là. Hein. Oui. Hein. C'est fréquent, malheureusement. Hein. Oui, voilà. Donc, rencontre-t-on justement, dans nos sociétés occidentales, beaucoup plus ce type de situation où l'amour est refusé, peut-être parce que les contingences matérielles priment sur le reste ? Alors, pas du tout. Alors là, je crois que vraiment, l'amour, c'est comme l'air qu'on respire, ça peut vous tomber dessus n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, et les questions matérielles ne jouent pas. Alors, l'Africain, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai fait un voyage en Afrique que je ne connaissais pas. Je suis allée au Burkina Faso et j'ai rencontré quelques Africains et j'ai compris la polygamie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas du tout la même conception du couple que nous, mais avec une sorte d'évidence qui est troublante. On peut se demander s'ils n'ont pas raison. Hein. C'est-à-dire, oui. Et donc moi j'ai traité ça. C'est un Africain qui vit en France, qui est brancardier et qui est polygame, avec beaucoup d'honnêteté. Et il n'empêche qu'il aime sa femme, il aime ses enfants, mais il est polygame. Et donc je crois qu'il y a dans l'amour est hautement culturel. C'est-à-dire que nous sommes vraiment conçus par nos lectures, pas seulement l'exemple de nos parents, mais beaucoup aussi notre niveau culturel, les choses que nous avons comprises à travers les livres. Et c'est à la fois une richesse, mais aussi un handicap. Parce que je pense qu'au nom d'un certain bien, on peut se priver de passion. Là, vous me direz que peut-être que ma veine russe s'exprime, c'est que je pense que moi, je trouve que c'est plus intéressant de vivre ses passions que de se les refuser. Voilà. Justement, page 112, il y avait une phrase qui m'a sauté au visage, c'est, vous dites, à la fin d'une histoire d'amour, l'enfer de la monogamie commence pour eux. Ça, c'est vrai. Alors, j'allais vous poser la question, êtes-vous pour la polyandrie, pour la polygamie ? Plus sérieusement, dans Patati Patata, 3 petits tours, et puis ça va, que j'adore ce truc, vous proposez l'idée du mariage renouvelable tous les 7 ans. Ah oui, ça, je trouve que ce serait pas tant, ça. Non, ce serait pas tant. Mais oui, bien sûr, parce qu'on serait sûr qu'au moins, que si on reveut, il fera un petit effort. Hein. Non, alors, je dois essayer de vous... Est-ce que, quand on écrit, en réalité, c'est une façon de réfléchir, de penser. C'est Sartre qui disait que écrire, c'est penser. Mais c'est penser... l'auteur, c'est-à-dire que moi, j'avais probablement à clarifier des questions. D'ailleurs, c'est assez étrange que j'ai écrit ce livre il y a exactement 1 an, au printemps dernier, sans savoir absolument ce qui allait m'arriver, comme si je faisais le ménage, comme si j'avais un peu ordonné mes pensées au sujet de l'amour, du couple et de ce que j'en attends. Alors, je crois qu'il y a, dans nos civilisations, 3 étapes. Il y a le hasard, c'est pour ça que j'ai voulu mettre des cartes à jouer sur la couverture, parce que je déteste les sites de rencontres pour ça, parce qu'ils grillent cette chose formidable qui est le hasard, la rencontre, qui peut arriver, qui peut ne pas arriver, mais en tout cas qui est une chose un peu miraculeuse, dont qu'on ne peut pas gouverner, qu'on ne peut pas prévoir. Donc ça, c'est l'émerveillement et l'émotion. Ensuite arrive très vite, surtout pour les femmes,
la réflexion, c'est-à-dire le désir de comprendre. Pourquoi on aime, si on aime vraiment, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. C'est une phase dangereuse, parce que c'est une phase où on peut détruire l'émotion. Mais enfin, en même temps, c'est beau. C'est aussi la façon d'être des personnes civilisées. Et puis, il y a la troisième étape, qui est celle du commentaire. Le commentaire, c'est nous, évidemment, les auteurs, mais c'est vous tous. Je pense que tout le monde a besoin de se raconter l'amour, et surtout de se le dire. Parce que si on le dit, il faut se le dire. Parce que c'est une façon de raconter l'histoire, et de la fixer, et d'être inscrit comme une chose un peu éternelle, comme une chose un peu qui fait partie, dans une façon presque cosmique, de l'ordre du monde. Et ces trois phases, évidemment, peuvent être certaines douloureuses, certaines délicieuses, selon. On souffre, hein, quand même. Dans l'ensemble, on souffre. Et c'est ça qui, évidemment, est terrorisant. C'est que je pense que beaucoup de personnes, hommes et femmes, mais surtout les hommes, se protègent de l'amour. Justement, c'est intéressant parce que dans Biographie d'un sexe ordinaire, j'ai retrouvé cette phrase. C'est ce que vous dites actuellement. Vous dites « J'avais fait le ménage dans le fatras des idées fausses. Je connaîtrai l'amour pur, dégagé de toute utilité sociale et matérielle ou rien. » Vous avez écrit ça. J'ai dit ça, ouais. Fortiche. Hein. Donc, alors, oui, d'ailleurs, revenons là-dessus. Je pense que c'est terrible d'être jeune. C'est terrible. Vous savez ce que disait Cocteau ? La jeunesse est gaspillée sur les jeunes. Il disait même qu'il faut beaucoup de temps pour être jeune. Je pense que là, quand on débarque sur cette terre, on vous bourre le crâne d'idées fausses et d'idées qui sont soi-disant pour vous arranger les choses et qui finalement vous les compliquent. C'est-à-dire, on vous explique, on vous présente des modèles, n'est-ce pas ? Il y a un modèle idéal. Alors dans la société chrétienne, c'est le mariage et la fidélité. Dans d'autres sociétés, c'est au contraire le mérite, la gloire. Je trouve que c'est épouvantable parce que on met beaucoup de temps pour se débarrasser de toutes ces idées. Il y a une femme que j'aime beaucoup, celle dont je vous parlais, dont j'interprète ce spectacle, qui est George Sand. Elle était d'une honnêteté exceptionnelle. Elle a toujours essayé d'analyser. C'était aussi le romantisme, c'était aussi le 19e siècle, mais quand même, elle particulièrement. Je vais vous dire un petit texte que je trouve magnifique. Elle dit « Je me suis beaucoup fiée à mes instincts qui ont toujours été nobles. Je me suis quelquefois trompée sur les personnes, jamais sur moi-même. J'ai beaucoup de bêtises à me reprocher, pas de platitude ni de méchanceté. Je vous confesse que le désir d'accorder une théorie quelconque avec mes sentiments a été la grande affaire et la grande douleur de ma vie. Les sentiments ont toujours été plus forts que les raisonnements, et les bornes que j'ai voulu me poser ne m'ont jamais servi à rien. J'ai changé 20 fois d'idée. J'ai cru par-dessus tout à la fidélité. Je l'ai prêchée, je l'ai pratiquée, je l'ai exigée. On y a manqué, et moi aussi. Et pourtant, je n'ai pas senti le remords, parce que j'avais toujours subi dans mes infidélités une sorte de fatalité, l'instinct de l'idéal qui me poussait à quitter l'imparfait pour qui me semblait se rapprocher du parfait. C'est pas génial, ça? C'est extraordinaire. Alors, il me semble qu'il y a ce parcours de l'amour qui nous fait grandir, mais qui surtout nous oblige à une certaine honnêteté. Et quand je dis que c'est un espace de liberté, c'est la liberté d'être soi-même, d'être vraiment soi-même. Et je pense que c'est une vie qui ne ferait que l'accomplissement d'une profession, d'une capacité, d'une compétence, et qui laisserait de côté ce parcours-là, est une vie qui n'est pas réussie. Qui n'est pas réussie. Voilà. Alors vous abordez aussi les amours scandaleux, l'amour bigame, enfin, mais pas justement, l'homosexualité, l'inceste. Alors vous avez cette petite phrase justement sur les artistes. Alors pourquoi est-ce que les artistes ou les hommes politiques auraient droit à des amours un peu plus exceptionnels? J'ai retrouvé cette phrase, page 105. Oui, oui, tout à fait. Vous dites,
Justement, page 105, je vais vous relire votre petite phrase. C'est dans la bouche de quelqu'un, mais Non, bon. je vous assure. Vous dites... C'est pas moi partout. Hein. Alors, c'est pas vous partout, mais il appartient à une minorité qui cherche l'extase dans des situations extrêmes, telles les artistes, les gouvernants et les grands religieux. Alors justement, c'est ce qu'il pense lui. Il est philosophe, il est professeur de philo. Que pensez-vous de les amours de nos gouvernements, de nos gouvernants, justement? Écoutez, moi je trouve l'affaire Hollande géniale. Voilà, c'est ce que je vais vous entendre franchement, dire. Ça le rend tellement sympathique. Et puis en plus, écoutez, il est comme nous tous, hein, franchement, et tous, ils ont... Et maintenant, on ne cache plus. C'est ça que je trouve bien. Et puis, c'est pas seulement la presse. Je pense que ça serait ridicule de cacher. Ça n'a plus de sens. Au contraire, c'est un titre de noblesse d'aimer. Il faut aimer. Il faut aimer. Donc, alors justement, il y a aussi le chapitre. Alors, bon, il y a des très beaux chapitres. Alors, le bigame, que je vous parle du bigame, parce que ça, c'est alors... Il existe, je ne vous dis pas qui c'est, parce que... Alors, ce sont ceux qui ont des doubles vies complètes, c'est-à-dire qui mangent 4 fois par jour, c'est-à-dire 2 déjeuners, 2 dîners, et qui ont leurs pantoufles partout, qui ont leur robe de chambre partout. J'en connais pas mal. Et dans mon histoire, et c'est une histoire je me suis inspirée d'une histoire vraie, une des 2 décède, et tout d'un coup, ce type était complètement paumé parce que l'équilibre n'existait plus. Il a quitté l'autre aussi. Parce que ça ne marchait plus et il est resté seul. Il est resté seul. Oui. Ah oui, ça c'est une histoire vraie. Voilà. Alors, vous êtes pour le mariage pour tous. Hein, alors, que pensez-vous de la loi sur la pénalisation de la prostitution? Parce qu'il y a une très belle histoire sur une prostituée au grand cœur. Et je vous sens pourtant, enfin, en lisant cette histoire, je vous sens une grande liberté de... Alors, je vais vous dire ma position là-dessus, si ça vous intéresse. Mais enfin bon... Moi, je suis pour la réouverture des maisons closes, à condition qu'elles soient mixtes, qu'il y ait pour les hommes et pour les femmes, et que les travailleurs du sexe aient un diplôme. C'est-à-dire qu'ils soient vraiment non seulement consentants, mais qu'ils soient professionnels. Je pense que c'est un métier. Je pense que c'est très injuste de dire, d'axer certains ou certaines de faire quelque chose d'épouvantable. Il y a des gens qui trouvent ça très bien et c'est une vraie fonction, une vraie vocation. Donc moi je trouve qu'il faudrait qu'il y ait un petit exercice de psychologie, un petit peu de médecine, un petit peu de je ne sais pas quoi, et en tout cas qu'ils soient consentants. Alors à ce moment-là, on réouvrirait ces belles maisons closes qui ont tellement alimenté la littérature et on continuerait à faire des salons littéraires. Des salons littéraires. Vous avez dit que Ninon de Langlo était une courtisane, mais c'était aussi une salonnière quand même. Alors, il y a aussi ce très beau passage, vous rendez hommage à la nature. Bon, page 92, c'est très beau ce que vous dites sur la nature. Je sais que vous avez une maison dans le Gers, que vous y retournez régulièrement. Hein. Vous avez votre petit potager. Donc, page 92. Beaucoup ce passage. Je vais plus loin. J'admire la nature, mais je l'avale. J'y prends des forces et je la digère. Je suis un cycle dans le cycle, un fourneau qui transforme la contemplation de la nature en amour, en rire, en santé, en désir, en philosophie, en poésie, en gourmandise, en art et en écriture. Oui, j'ai voulu mettre la nature dans les amours parce que je pense qu'on peut avoir de grandes satisfactions en aimant la nature. C'est comme les animaux. Il y a aussi l'histoire d'un animal domestique. Je pense que les animaux peuvent remplir des vies, des gens qui ont peu de compagnie et peu d'affection. Et la perte d'un chat ou d'un chien peut être aussi chagrinante que la perte d'une personne. Donc, vous voyez, je me suis vraiment amusée à faire une espèce de catalogue de toutes les formes d'amour et aussi de leur puissance. Je pense vraiment, franchement, que l'amour sauve la vie. Il n'y a que ça. Il n'y a que l'amour qui peut vraiment résoudre des solutions, trouver des solutions pour l'existence. Justement, cette très belle histoire, page 188, votre nouvelle sur l'amour tardif entre un père et son fils, qui est vraiment super. Ça, c'est très fréquent. C'est aussi une histoire vraie. Je crois que beaucoup d'entre nous, on découvre nos parents sur le tard, parce qu'on est en conflit avec les parents pendant les années de croissance et les années où on se construit. Et puis tout d'un coup, quand les choses s'inversent un peu, que les parents commencent à être plus faibles, malades, etc., et qu'ils deviennent nos enfants, il y a des grands amours qui naissent. On découvre ses parents tardivement. Et même si on a eu des enfances heureuses, ça
forcément, il y a un moment où il faut tuer le père, tuer la mère, tuer tout le monde, mais on les retrouve sur le tard. Vous n'avez pas écrit d'histoire, de nouvelles sur le rapport entre une mère et sa fille, puisque vous avez eu des rapports extraordinaires avec votre maman, et puis vous parlez souvent des rapports de Colette et Sido. Enfin, Colette a beaucoup compté, on y viendra, et vous ne pouviez pas tout raconter. Donc on y reviendra après. Alors, il y a aussi un phénomène sociétal nouveau, c'est les femmes cougars. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une femme cougar? Oh, je déteste ce mot. Ben, je sais, mais... Qu'il y ait la différence d'âge entre les hommes et les femmes maintenant, enfin, dans la parité, il y a aussi la possibilité des femmes d'avoir des compagnons plus jeunes. Et je vous assure que moi, ça a été le cas 2 fois pour moi, et c'était moi la plus jeune. Parce que la jeunesse, c'est pas forcément la date de naissance. Alors franchement, je vous assure que Michel Legrand, c'est un jeune homme, c'est un bébé, c'est un garçon, un petit garçon. Un petit garçon. Voilà, un jeune homme. La sexualité est toujours très présente dans vos livres et dans ces nouvelles. Est-ce que c'est pour vous une donnée déterminante dans le choix d'un partenaire? Oui. Je pense qu'il n'y a pas d'amour sans sexualité et il n'y a pas de sexualité sans amour. Alors quand on me dit, ah oui, comme ça, les trucs... Ah, attendez, j'ai entendu une jeune fille qui me disait, j'ai mon plan cul. Je dis, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ben, ce soir, j'appelle un avec lequel je baise et c'est tout. Eh bien, elle se trompe, elle l'aime. Elle ne veut pas se l'avouer parce que c'est inconfortable, parce que peut-être que les deux ne veulent pas s'engager. Ça, c'est une autre question. On peut arriver dans des moments de la vie où on ne peut pas s'engager. Moi, ça m'est arrivé avec mon fiancé. Nous n'avions pas la possibilité de vivre cet amour. Ça, c'est autre chose. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas d'amour quand il y a de la sexualité. C'est immonde de dire ça. C'est pas vrai. Ce serait terrible si les humains étaient comme des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Voilà. Alors, une très jolie, donc on revient sur l'histoire du chat, je voulais quand même l'évoquer parce que je sais que Colette a eu beaucoup d'importance dans votre vie, donc c'est cette très jolie histoire de cette petite mimine qui parle de son amour pour son maître, et c'est bien sûr, c'est très joli parallèle avec la chatte de Colette. Enfin, j'adore ce livre, moi je l'ai lu il y a très longtemps et je l'aime beaucoup et je le relis avec beaucoup de plaisir. Je sais que Colette a été très importante pour vous parce que est-ce que ça a été le déclencheur de votre goût pour l'écriture quand vous avez voilà. Un petit peu. J'ai interprété Colette il y a quelques années, il y a même beaucoup d'années. C'était une très jolie série de télévision, une des meilleures qui ait jamais été faite sur Colette. Je suis toujours un peu chiffonnée quand je vois tout ce qu'on fait autour de Colette. Très souvent, certains cinéastes s'approprient Colette pour passer leur propre message. Nous avons vraiment fait une chose respectueuse, une vraie biographie. C'était vraiment bien fait, en 4 épisodes. Chaque épisode portait le nom d'un des maris de Colette. Et un jour, on tournait dans son appartement, place du Palais Royal, qui maintenant a été racheté par Jacques Grange, qui en a fait un très joli... Il a un peu reconstitué l'appartement, mais pas tout à fait. Et donc, avant qu'il le redécore, on a pu vraiment reconstituer l'appartement de Colette. Et je faisais une partie de la série... je l'ai interprété de 25 à 73 ans. Et dans le cinéma, il y a tous les métiers ont un moment héroïque. Et dans le cinéma, c'est quand on remonte le temps ou quand on redescend le temps, c'est-à-dire quand on vieillit ou quand on rajeunit. Et donc, j'avais à peine 40 ans quand j'ai tourné le film, et il fallait que je joue Colette âgée. Elle avait donc ses cheveux poivre et sel, donc j'avais une perruque, et on faisait un maquillage qui me prenait 8 heures. On collait une membrane sur tout le visage, comme ça, c'était très très délicat, parce qu'il y avait 2 maquilleuses avec de la colle chirurgicale, parce que s'il y avait la moindre bulle d'air, ça aurait fait un trou, donc il fallait ces membranes qui avaient été fabriquées par un grand spécialiste à Londres, qui a fait Elephant Man et tous ces grands trucages de cinéma, qui m'avait fabriqué ce masque avec les rides de Colette. Il m'a dit, c'est pas commode parce que Colette a des rides verticales et moi j'ai des rides horizontales. Donc il fallait lutter contre ma morphologie, même si je lui ressemble un peu de loin. Mais enfin. Et donc ce maquillage, on le faisait sur place, dans cet appartement. Et je voyais l'aube, parce que j'arrivais à 4 heures du matin pour être prête à midi. On tournait tout l'après-midi. Le soir, on enlevait ce truc. C'était encore 1 heure ou 2 pour l'enlever. On me laissait reposer une journée et je recommençais le surlendemain. Et donc, j'étais à la fenêtre où Colette a écrit, pour moi, ses chefs-d'œuvre, c'est-à-dire Le Fanal bleu,
Le pur et l'impur, l'étoile Vespère. Quand elle était immobilisée, qu'elle avait cette terrible arthrose déformante qui faisait qu'elle ne pouvait plus bouger de son lit, et elle l'appelait son radeau, et elle regardait à travers la fenêtre les toits des maisons du Palais Royal, et je voyais ces mêmes toits. Alors on faisait des pauses de temps en temps, c'était surtout les maquilleuses qui avaient besoin de pauses, parce que c'était très très concentré, très compliqué ce maquillage. Après m'avoir collé ce truc-là, il fallait tout remaquiller, après par-dessus, mettre les petites vénules, les couleurs, tout ça. Alors pendant ces pauses, je me mettais à la fenêtre. Et à un moment donné, je vous assure, moi j'y crois, je crois qu'il y a des fantômes, enfin bon, elle est venue. Elle m'a mis la main sur l'épaule, elle m'a dit, ma fille, vas-y. Je n'avais pas encore commencé à écrire. J'avais écrit rien. J'avais fait un livre sur le film de Godard, le journal d'une femme mariée. Et je me suis dit, je lui dois ça. Je lui dois ça, je l'ai interprété, Quand on joue un personnage qui a existé, une personne réelle, il y a un travail d'enquête, presque comme un journaliste. J'ai vu toutes les photos, j'ai lu toute l'œuvre. En plus, le film avait eu un peu de retard, donc j'ai eu le temps de lire tout. Et je pense que quand on doit interpréter quelqu'un, moi, ce qui m'intéressait, c'était les failles, c'était les difficultés qu'elle n'avait pas forcément ces choses glorieuses ou ce qu'elle disait d'elle-même, mais ce que j'essayais de deviner entre les lignes. Donc, il m'a semblé que j'ai réussi ça, et que je suis entrée dans sa personnalité, que donc j'avais une petite dette vis-à-vis d'elle, parce que c'était un peu du viol ce que j'ai fait. Hein. J'ai interprété même les faiblesses de Colette. Et voilà, et c'est un peu ça qui a été le déclic, parce que j'ai une si haute idée de la littérature. Moi je pense que les écrivains sont vos complices les plus puissants, c'est-à-dire quand on est seul avec un livre, l'écrivain vous dit des vérités qu'il ne dit pas à ses proches et que vous-même vous ne dites pas à vos proches, parce qu'on protège toujours plus ou moins ses proches, tandis que l'écrivain il vous dit des choses un peu plus vraies que vraies pour arriver jusqu'à vous, et même d'une façon peut-être un peu brutale. Donc il y a une intimité avec les auteurs qui n'existe pas ailleurs. Tout le reste, parce qu'on est seul, on est en tête-à-tête vraiment avec un livre. Toutes les autres communications sont forcément un peu polluées parce qu'il y a des auditeurs, il y a des gens qui sont là, ou parce qu'on prend ça moins au sérieux. Mais un livre qui vous captive, un livre que vraiment qui vous touche, va toucher. Et moi, je vis ça 2 fois. Je vis ça en écrivant et je vis ça sur scène. Parce que quand je monte sur scène, la catharsis du théâtre, c'est que je suis sur scène pour absorber vos passions, pour vous dire des choses que vous n'arrivez pas à vous dire à vous-même. Évidemment, pour faire ça, je viens puiser dans mes passions. Donc il y a une communication extraordinaire, quasi religieuse. Pour moi, un théâtre, c'est presque un endroit religieux. C'est un endroit de... D'ailleurs, vous savez que dans le théâtre No, qui est donc presque comme un rite, un culte, les acteurs, on a le droit d'entrer dans leur loge quand ils se maquillent, parce que déjà ça commence là, quand ils font, puis en plus ils font ça avec un trait comme ça. Et il y a, regardez, les seuls endroits où il y a le silence, c'est une salle de théâtre, une salle de concert. À la télé, on braille, au sport, n'en parlons pas, la musique, il n'y a que la musique classique. Donc c'est les derniers endroits où on se tait et on est en réelle communication. Et moi je vous assure que je le sens quand j'arrive à vous ou quand j'arrive pas. Et quand il y a un emmerdeur dans la salle, quelquefois ça arrive, on le repère d'ailleurs, on regarde par le trou du rideau et on voit il y a un type qui est là. Et on sait que celui-là, il va te polluer toute la salle. Donc il faut jouer pour lui. Il faut d'abord l'embarquer lui. Et il y a cette chose-là, qui est cette immense intimité. Et vous projetez toutes les choses que vous nettoyez avec les acteurs. C'est pour ça que le théâtre ne disparaîtra jamais. Le théâtre vivant sera éternel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Laurent Terzieff avait fait un très très joli discours une fois au Molière à propos de ça, en disant justement que
quoi qu'on fasse, même si c'est pauvre dans une petite salle, des tréteaux et une planche, le théâtre ne disparaîtra jamais. Macha, est-ce qu'on peut passer à côté du grand amour? Pardon? Est-ce qu'on peut passer à côté du grand amour? On peut. On peut, parce qu'il y a des tas de... Je vous dis, il faut beaucoup de courage et de liberté pour aimer. Parce qu'il y a le carcan de la société, le carcan des familles, le carcan de la religion, le carcan du devoir, je sais pas quoi, du temps qu'on vous vole, qu'on vous prend. Ça prend du temps, l'amour. Et donc, tout ça peut faire qu'on peut passer à côté, oui. Alors, je recommande à nos invités, enfin, c'est très intéressant parce que quand vous avez écrit Biographie d'un sexe ordinaire, vous n'avez pas hésité non plus à écrire le livre de retour, c'est-à-dire les mots des hommes, c'est-à-dire les lettres que vous ont, ou simplement les rencontres avec le retour des hommes dont vous avez parlé dans ce livre-là. Je leur ai donné la parole. Vous leur avez donné la parole, voilà. Mais alors là, c'est vraiment... Alors vous parliez du théâtre, est-ce que l'écriture n'est pas plus impudique, pas plus un art qui met à nu beaucoup plus facilement que le théâtre? Non? C'est pareil. C'est pareil. Vous savez, quand vous impliquez votre personne physique, votre corps, votre visage au théâtre, c'est très fort. D'ailleurs, Colette avait une très grande admiration pour les acteurs. Elle considérait que c'était beaucoup plus difficile que l'écriture. Parce que l'écriture, on est planqué quand même. On est planqué. Tandis que là, au théâtre, moins. Alors, deux dernières questions. Vous terminez sur une nouvelle qui se passe aux Antilles. Alors c'est amusant parce que moi j'ai pensé au mythe platonicien de l'homme et la femme qui ne faisaient qu'un au début, et qui sont devenus si forts qu'ils ont défié les dieux, ça a énervé les dieux les ont séparés et disséminés à travers la planète. Donc finalement c'est pour ça qu'il y a cette espèce d'aimant et que l'homme et la femme sont toujours en train de se chercher. Et vous terminez, alors pourquoi vous terminez sur cette nouvelle-là? Est-ce que c'est pour vous terminer sur une note contemporaine, ou est-ce que c'était pour montrer vraiment un souci de montrer que l'homme et la femme, de toute façon, dans n'importe quel contexte, sont complémentaires, quelle que soit l'histoire? Bon, le thème, c'était l'amour d'un jour. L'amour d'un jour, je sais aussi. Ce sont des gens qui vivent un amour qui dure une nuit, et qui est un amour très fort, très grand, et qui peut être... C'est pas la durée qui détermine l'importance de l'amour. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Vous avez choisi cette histoire. Et j'ai choisi des gens qui vraiment ne peuvent pas continuer ensemble, voilà. On va pas tout leur raconter parce qu'il faut quand même. Alors j'ai juste une dernière question. Et si on terminait sur une note gastronomique, quel serait le meilleur menu pour séduire un homme? Ça dépend de l'homme. Ça dépend si vous savez faire la cuisine ou pas. Oui, un petit peu comme ça. Il vaut mieux un traiteur si vous n'êtes pas fameuse. Je pense que vraiment. Alors ça, c'est vraiment du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Absolument. Moi, je voudrais finir en vous lisant un de mes textes. On me l'a demandé, pour vous dire la vérité, mais on a bien fait, parce que ça me fait très plaisir de vous lire ça. Voilà. Pour vous dire que donc, dans ce recueil, il y a toutes sortes de styles, y compris une poésie en alexandrin, et qui traite de l'amour tendre. Vous allez voir, c'est original. Deux chaises en bois tourné s'aimaient d'un amour tendre. Deux jumelles d'atelier du même palissandre. L'ébéniste, leur maître, les conservait pour lui, fiers de leurs entrelacs si longuement reluits. Elles servaient de modèle, et souvent les clients les montraient en vitrine et demandaient combien. Mais la réponse était sempiternellement « Ah non, celle-là, je ne les vends pas, j'y tiens. Ce sont mes deux mascottes, elles ne me quittent pas. Je peux vous les refaire, encore plus belles que ça. » Et les deux nobles chaises, se sentant adorées, vivaient des jours heureux, glorieux et admirés, quelquefois côte à côte, quelquefois accrochées l'une au-dessus de l'autre, mais jamais séparées. Le temps avait bruni leurs volutes parfaites d'une rousseur identique. Elles avaient été faites dans le bois du même arbre, les planches d'un seul tronc. D'une forêt lointaine, peut-être au Gabon. Elles inspiraient le respect et un je ne sais quoi, une tendresse, un secret, l'expression d'une foi. La solidarité,
le culte de l'ancien, la fidélité, le savoir, l'amour païen. La nuit, quand le rideau de fer était baissé, les chaises descendues demeuraient embrassées, siège contre siège, au fond de la boutique. L'homme travaillait tard, mettait de la musique, et les chaises dansaient, accouplées, cœur à cœur, pour quelque rituel de cet amour de sœur. Un jour, un Russe, brandissant son porte-monnaie, s'entêta auprès de l'ébéniste. Il voulait ces 2 chaises, absolument il les lui fallait. Peu importait le prix, qu'il devait les payer. L'artisan refusait, mais l'autre revenait chaque jour en offrant des sommes que jamais le vieil homme n'avait vues ni même imaginées. Au bout d'1 semaine, à la fin, il céda. Mais pour 1 chaise seule, l'autre, il la garda. Le Russe repartit, à moitié satisfait, la chaise sous le bras, proprement emballée. Les jours passaient, et la chaise jumelle restante trônait seule en vitrine, soutenant une plante dans un grand vase bleu qui la cachait un peu aux yeux de son maître, qui se sentait honteux d'avoir brisé un couple en échange d'argent qui n'avait nullement apaisé son tourment. La seconde chaise lui manquait étrangement. Il n'avait soupçonné un tel attachement. Quelques semaines après, un autre événement vint le troubler et le toucher profondément. Il entendit la chaise orpheline qui pleurait. Il s'approcha plus près. Nul doute, elle geignait. Il souleva le vase. À sa stupéfaction, le bois se fissurait comme en putréfaction. Les fentes craquelaient du dossier jusqu'en bas, d'où s'échappaient des larmes et la plainte tout bas. Ému et repentant, il la prit dans ses bras et jura réparation, quoi qu'il en coûtât. Il acheta des cols et des attelles rares. Il soigna les blessures en mettant tout son art. Mais la chaise suintait de chagrin et d'amour. Rien ne cicatrisait, elle dépérissait toujours. Alors le menuisier, en désespoir de cause, voulut chercher le Russe, proposer quelque chose. 4 chaises identiques de la meilleure facture en échange de celles vendues par imposture à un prix inexact, beaucoup trop élevé. Mais il ne savait rien de cet homme étranger, ni son nom, ni l'adresse, ni le compte bancaire. Il avait payé cash et disparu dans l'air. Il eut beau questionner les voisins dans la rue, on ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu. Il mit une affichette sur sa devanture, un message en mairie, un à la préfecture, à l'ambassade russe, à l'église orthodoxe. La chaise s'étiolait. Comble de paradoxe, l'ébéniste lui-même maigrissait tristement. Il perdait le sommeil et pleurait fréquemment. Mais les fables finissent par un dénouement. La nôtre prit du temps, mais, fort heureusement, les chaises ont une âme et un tempérament. Celle qui émigra en otage à Moscou se fendilla aussi et, s'affaiblissant beaucoup, finit par s'écrouler sous le poids de ce Russe qui en fit un paquet et l'expédia, en plus d'une lettre furieuse contre remboursement, au magasin Félon qu'il avait bien roulé. Quelle surprise et quelle joie quand elle est arrivée! L'ébéniste ravi réexpédia les sommes qu'il avait injustement reçues de cet homme. Il répara la chaise brisée en 1000 morceaux et, ô miracle, sa jumelle cessa les sanglots. Les greffes minutieuses qui comblaient les entailles redonnaient à leurs pieds une force sans faille. Leur maître les plaça de nouveau face à face. Elles étaient clairement d'une seule et même race. Réparée, ressemblante, souriante, on dirait, aimante et fidèle, inséparable à jamais. Alors, pourquoi... Merci Macha, c'était... Pourquoi j'ai voulu finir par cette histoire, c'est parce que je voudrais quand même une conclusion et vous dire que
après tout ce travail de recherche, de réflexion, je suis arrivée à une conclusion. Que l'amour idéal, il est quand on est pareil, comme les chaises, quand on est ressemblant, quand on pense les mêmes choses, quand on a les mêmes opinions, quand l'un commence la phrase et l'autre la finit, quand on a les mêmes goûts. Alors évidemment, des différences, hein, les hommes et les femmes, même si c'est dans le même couple, on est principe féminin, principe masculin, mais il faut être semblable. Ça, c'est la clé du bonheur. Bravo. Merci Macha. Alors, d'habitude, il y a un petit rituel, c'est que je passe le micro parmi le public. Bonsoir, merci beaucoup, c'était très touchant. On a appris beaucoup de choses aussi. On a découvert, bien sûr, il n'est jamais trop tard. Voilà. Je voulais vous parler par rapport à ce que vous avez défini ce soir. Vous avez beaucoup parlé de l'amour, sous beaucoup de formes. Et il y a un sujet, moi, qui m'occupe depuis assez longtemps, qui est tout à fait paradoxal et qui peut même vous étonner, qui est l'amour dans le monde de l'entreprise. C'est un sujet qui est très intéressant parce que le monde de l'entreprise, je vais être court, mais je vais développer légèrement. Le monde de l'entreprise, c'est le monde de l'affrontement, tout le monde ici ce soir sait ce que ça veut dire, c'est les rapports de force, pas les rapports de flux. C'est véritablement un monde étrange où les gens passent leur temps à s'épier ou à se jalouser ou à faire en sorte que les choses se passent mal alors qu'elles pourraient se passer plutôt bien. Et j'ai créé un cercle qui s'appelle le Cercle des entrepreneurs de valeur. C'est très nouveau parce que nous prônons au sein des entreprises l'esprit de solidarité et de partage et d'amour. Et curieusement, quand j'ai fait ce pari, qui était vraiment une aventure audacieuse, ne sachant pas très bien comment les choses allaient se passer, aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise nous rejoignent parce qu'ils prennent conscience que l'amour dans l'entreprise, c'est un formidable moteur, un formidable élan. C'est quelque chose qui est très nouveau aujourd'hui, c'est même révolutionnaire si je parle d'humanisme, parce que jusqu'à présent, le monde de l'entreprise, pour beaucoup de personnes qui l'ont vécu ainsi, c'était vraiment le monde de la frustration, de la difficulté, d'une compétition horrible, où tous les matins vous arrivez avec une boule dans le ventre et vous ne savez pas très bien ce qui va vous descendre sur le coin de la tête. Donc je reviens vers vous, puisque vous avez parlé d'amour, et curieusement, il y a un amour dont vous n'avez pas peut-être traité, mais peut-être ça sera un sujet qui va venir, mais c'est dans un monde très aride qui est le monde de l'entreprise, où effectivement, parler d'amour aujourd'hui, ce qui est notre cas dans notre cercle, et nous avons quelques membres ici ce soir, c'est quelque chose qui est proprement révolutionnaire, qui fait que les gens découvrent très vite tout l'intérêt, tout le besoin, tout ce que ça peut apporter, et au-delà du mot amour, on s'aperçoit qu'une entreprise, c'est d'abord un lieu où les gens apprennent à se connaître, à échanger, à vivre ensemble. Voilà, donc... Écoutez, je suis tout à fait au courant, parce que imaginez-vous qu'un grand ami à moi qui est philosophe et que je vous incite à inviter un jour, qui s'appelle Vincent Cespedes, fait des conférences, c'est la culture de l'entreprise justement, pour aider les gens à vivre ensemble avec ces valeurs-là. Donc ça commence, c'est déjà en cours. Il me dit qu'il est extrêmement demandé partout, parce que lui, évidemment, il prône cette capacité de passer du temps à s'intéresser aux autres, c'est-à-dire à ne pas s'intéresser d'une façon abstraite aux résultats et à l'efficacité d'une profession, mais aussi au plaisir d'exercer une profession. Et ça, c'est, je pense, l'avenir absolument. Autrement, on va tous devenir des robots. Je veux dire, c'est épouvantable. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense que bravo. Et je crois que vous n'êtes pas le seul. Il y a d'autres industriels qui commencent à réfléchir à ces questions-là. Alors, il y a une question. Parce que il nous reste une demi-heure pour la dédicace. Ça va, Macha? Oui, c'est bon. Alors, je laisse la question C'est bon? Voilà. Mademoiselle, les actrices jusqu'à 90 ballets. Et surtout avant mon mariage qui est au mois de septembre. Vous savez pourquoi on dit mademoiselle? Je vais vous apprendre quelque chose. Parce que la troupe du roi, de Molière,
était parrainée par la grande mademoiselle, qui était la sœur du roi. Et donc, aucune actrice pouvait avoir un titre supérieur à être appelée madame. Donc, elles étaient. Et en revanche, les chanteuses d'opéra, à 18 ans, elles sont madame. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais enfin voilà. Je le saurais. Une question complètement différente, vous l'avez légèrement abordée au début, pour parler de M. Poutine. Alors, je sais que ça n'a rien à voir avec cette soirée. Que pensez-vous Parce que c'est de la guerre, là. Non, mais très rapidement, que pensez-vous de ce qui se passe actuellement Alors, je sais que le sujet est vaste. Le sujet est vaste, vaste. et puis... J'ai oui. un peu esquissé, c'est-à-dire, je pense que la situation est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus subtile que ce qui nous est présenté dans la presse. Parce que ce n'est pas simplement, comment dire, un pays qui essaye de se libérer. D'abord, l'Ukraine, comme je vous ai dit, est le berceau de la Russie. Ensuite, la Crimée était le lieu des vacances de tous les Russes depuis des générations et des générations. Elle est russophone, la Crimée. Elle est habitée par des Russes. Moi, mes tantes ont construit une maison là-bas. Après la déportation, elles sont allées, on les a retrouvées, elles se sont installées en Crimée. Donc, la Crimée a été offerte par Khrouchtchev à l'Ukraine d'une façon tout à fait arbitraire, à un moment où personne ne s'insurgeait. À l'époque, la communauté internationale s'en foutait pas mal de ce que faisait Khrouchtchev. Alors, évidemment que on ne peut pas... Alors, je vais dire des choses énormes, mais l'Ukraine, ça n'existe pas. L'Ukraine, c'est un... Et l'ukrainien, c'est une sorte de dialecte, c'est une langue dérivée du russe. Et sur le plan culturel, la culture dominante, c'est la culture russe. Est-ce que vous connaissez un grand écrivain ukrainien? Est-ce que vous connaissez un grand cinéaste ukrainien? Non. Ils vont faire leurs études en Russie, et c'est en Corse. Alors maintenant qu'il y ait eu une poussée nationaliste ukrainienne, elle existait. Ma mère me racontait que déjà, quand les grandes familles russes occupaient les meilleures terres ukrainiennes, les paysans qui parlaient l'ukrainien avaient une sorte de haine de leurs maîtres et de leurs patrons. Et quand la révolution est arrivée, elle a pris très rapidement en Ukraine. Parce que ça, c'est la question de l'identité. Certains Ukrainiens voudraient qu'il y ait une tradition ukrainienne, une grande culture ukrainienne, mais elle n'existe pas. Alors là, il y a vraiment... Et tout ce qui se passe est d'ordre économique. C'est à cause des oléoducs, à cause de la présence Et cette pauvre Ukraine, elle est un peu comme la Pologne, elle a été un lieu de passage pour tout le monde. Alors, je ne suis pas sûre que j'aime le style de Poutine, mais je comprends ce qu'il fait. Et je crois que la levée de bouclier est assez grossière contre lui. Il faut comprendre. Alors, évidemment qu'en dessous, on sait très bien que de la part de Poutine, il y a le rêve de la Grande Russie, de récupérer les républiques perdues et tout ça, et tous les Russes se sont sentis humiliés par la chute du mur et tout ça. Mais là, c'est un terrain extrêmement faible. En plus, il faut que vous sachiez que personne n'en veut de cette Ukraine. L'Europe, quand même, s'est exprimée. Personne n'en veut. Elle est à terre économiquement, elle est extraordinairement peu développée. Ils ne se sont pas précipités, hein, les Européens, pour l'aider. Donc je pense qu'on est dans une situation qui n'est pas très bien comprise et qui peut... À mon avis, tout ça, ça se calmera avec le temps. Je ne crois pas que... C'est très ennuyeux qu'il y ait eu tous ces morts, évidemment, parce que ça leur donne une légitimité, le nationaliste ukrainien, qui est réelle. Mais la position d'Obama et de Fabius, elle est classique. C'est comme si c'était un peuple qui se libère. Mais ce n'est pas tout à fait ça, la situation. Alors, très difficile de comprendre. J'ai répondu à votre... Mais écoutez, je pense que Masha, on va remercier Masha. On va tous se lever pour la remercier. Voilà. On va inviter Masha à rejoindre le petit bureau à droite pour dédicacer les livres.
vous pouvez bénéficier, donc il y a un buffet froid là-bas et un buffet chaud dans la cuisine. Voilà. Je vous remercie tous. On se retrouve très bientôt. Et c'était en tout cas machin un merveilleux moment. Merveilleux. Merci beaucoup.